Alors, bienvenue à tous sur la session donc partager les données pour une meilleure planification énergétique des territoires insulaires. Déjà, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur Data On Board et plus précisément donc sur cette table ronde. Donc, je suis accompagné par Amalia et Jean-Pierre qui vont se présenter par la suite. Un petit rapide en fait tour de table. De mon côté, donc moi, je suis donc Charlet Lomer. Je suis donc Customer Success Manager au sein d'Open Datasoft. Donc, je suis en charge finalement d'accompagner les clients sur leur plateforme Open Datasoft, sur leurs usages et sur leurs projets data et différents cas d'usage qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Donc, à votre tour, Jean-Pierre, merci. Déjà, merci à tous les deux d'être là. Est-ce que vous pouvez commencer à vous présenter et nous parler un petit peu de vos missions? Oui, bonjour à tous. Bonjour Charlie. Donc, Jean-Pierre Potier. Donc, je suis chargé à la région Réunion. Donc, je suis directeur de l'innovation et du développement numérique à la région Réunion. Donc, la Réunion, c'est une petite île française au milieu de l'océan Indien, à 10 000 quasiment kilomètres de la métropole, on a 850 000 habitants environ, et donc on a forcément des questions un petit peu spécifiques par rapport à notre environnement. Donc moi, j'ai en charge à la région en fait de trois secteurs. Le secteur de l'audiovisuel, dont on parlera pas forcément aujourd'hui, celui de l'innovation et puis celui du développement numérique, dans lequel on travaille autour de 5 axes qu'on a développés dans notre contrat de filière. Donc il y a un axe sur l'aménagement numérique du territoire. On va s'occuper de mettre en place les infrastructures, notamment très haut débit. Un axe sur l'emploi, les compétences, les métiers. Un axe sur le développement des entreprises de la filière numérique à La Réunion. Un axe sur la transformation numérique des organisations. Et puis un dernier axe sur l'inclusion numérique. Et tout ça, tout ce travail qu'on fait au travers du développement des trois secteurs d'ailleurs, mais surtout du numérique, nécessite d'observer le territoire et nécessite aussi de disposer de données dont on va reparler un petit peu après. Très bien, merci pour cette présentation. Amalia, de votre côté? Oui, bonjour, merci de nous avoir aujourd'hui. Alors moi, je travaille pour EDF, je suis chef de projet Smart Grid. Je suis basée à Paris, mais je travaille pour une direction qui est en charge des systèmes électriques en Corse et dans les Outre-mer. Et donc, dans ce cadre-là, je travaille notamment pour EDF Réunion et je suis en charge des sujets liés à la mobilité électrique, dont on ne parlera pas aujourd'hui, et des sujets data. Et donc, dans ce cadre-là, je m'occupe entre autres de la mise à disposition des données pour l'interne et pour l'externe, mais aussi de la valorisation de la data au sein de nos métiers et puis de l'acculturation des salariés autour de ce sujet-là. Ok, super, merci pour ces présentations. Donc en fait, vous êtes tous les deux donc clients Open Datasoft. Donc vous avez donc des plateformes Open Datasoft. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre projet de partage de données et dans quel cadre s'inscrit-il? Peut-être Amalia pour commencer cette fois. Oui, bien sûr. Alors nous, on s'est lancé dans l'Open Data en 2017. On sentait le besoin à ce moment-là d'informer les différentes parties prenantes et acteurs locaux sur le système électrique. Donc on a 5 portails, un par territoire, donc pour la Corse, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Donc aujourd'hui on va parler plutôt de la Réunion. On avait au moment du lancement de l'Open Data la volonté d'ouvrir largement les données pour faciliter la transition énergétique des territoires. Pour la Réunion par exemple, il faut savoir qu'on cible une autonomie énergétique à horizon 2030. Donc c'est ambitieux et on a envie d'être partie prenante de ça. Et puis par ailleurs, c'est aussi une opportunité de favoriser l'innovation pour nous, ce portail d'Open Data. Donc il y a un public ciblé qui est assez large, ça va des particuliers aux collectivités en passant par les entreprises. Et donc on essaye de mettre à disposition des données pour tous ces clients-là. D'accord, très très clair. Et Jean-Pierre, de votre côté, quels sont le cas d'usage et en tout cas dans quel cadre s'inscrit en fait ce projet Open Data que vous avez démarré en 2017?
Oui, alors en fait, le projet Open Data, nous, il vient d'une volonté régionale qui arrive dès 2013, où l'idée de disposer un peu d'une banque régionale de données euh, a fait jour en fait dans l'esprit des décideurs, et donc on a eu une première brique autour de données plutôt économiques qui s'est mis en place en fait dès 2017. Et puis par la suite, on a lancé un projet plus global de portail. C'est là que notre choix s'est porté sur Open Data Soft. Donc en 2018, c'est un peu loin quand même, donc c'était en 2018. Nous avons lancé donc ce portail de données avec trois objectifs assez classiques, qui sont développer de l'innovation par rapport à l'accès aux données, notamment donc dans le domaine de l'énergie, améliorer aussi l'action publique. Là, on était plutôt sur l'idée que ouvrir ces données, ça permet aussi de décloisonner les services, de permettre à tout le monde d'avoir une culture un peu générale autour de la donnée, de ce qu'on peut en faire. Et puis, un point important pour nous, c'est la question de la transparence de l'action publique, notamment pour faciliter la compréhension des projets par rapport aux citoyens. Je pourrais revenir un petit peu après sur ce point-là. Ok, super, bah, très clair. Et en fait, on retrouve donc bien deux portails avec certes des domaines différents, donc plus énergie et plus collectivité, mais en fait, donc, on retrouve une véritable finalement volonté des deux côtés finalement d'innovation et de transparence vis-à-vis du grand public et même à d'autres acteurs. Et en fait, donc, si je comprends bien, ça va aussi au-delà de cet aspect réglementaire. Qui est propre à la France. Maintenant, nous venons donc d'évoquer ce projet de données. Comment s'est orchestrée votre démarche de transparence? Alors peut-être, vu qu'on va alterner, je vais peut-être démarrer par Jean-Pierre et ensuite Amalia. D'accord, merci. Alors, nous, cette démarche de transparence, elle vient aussi. D'abord, on a eu un événement marquant à La Réunion en novembre 2018, qui était un mouvement national, mais qui était celui des Gilets jaunes, qui a marqué La Réunion parce que il a peut-être duré un peu moins longtemps qu'en métropole, ce mouvement, mais pendant 2 semaines, on a eu une paralysie totale de l'île, et avec des mouvements sociaux assez importants, et notamment une défiance vis-à-vis de l'action publique, des politiques en particulier, et de la politique. Et donc, par rapport à ces mouvements qui ont quand même marqué un peu les esprits, le président de région a souhaité créer un conseil consultatif citoyen, et la démarche en fait finalement d'ouverture des données qu'on avait allait complètement dans le sens aussi de cette volonté politique de plus de transparence et de communication avec les citoyens. Alors ce n'est qu'un moyen. Il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place, mais en tout cas, ce portail Open Data, qui était à la base un projet un peu technique, porté par, on peut dire peut-être plus par des techniciens que par une véritable volonté, c'est tout à fait trouvé au bon moment pour permettre en fait ce dialogue avec les citoyens. Et donc, ça a été un des moyens qu'on a mis en place pour leur donner de l'information. On a fait, par exemple, le choix de mettre en place très vite tout ce qui était commande publique de la région, c'est-à-dire donner les éléments aux citoyens pour que, en toute transparence, pour montrer les marchés, la commande publique qui était passée par la région. Et puis, on a mis en place un certain nombre de données autour du transport, autour de l'énergie, et aussi des données sanitaires. Bon, je peux éventuellement à ce stade, si vous le souhaitez, ou alors je laisse Amalia et puis je ferai une petite présentation du portail très rapide. Très bien, super. Sachant qu'on avait perdu Amalia, mais elle vient de revenir. Oui. Pas de souci. Et alors Amalia, du coup, sur cette question de comment s'est orchestrée votre démarche de transparence dans le cadre de ce projet Open Data. Oui, alors je peux aussi peut-être en profiter pour faire une petite démonstration du portail. Bien Je vais sûr. vous partager le portail.
Donc vous voyez là ici, c'est notre portail de EDF à La Réunion. Donc, notre démarche, elle s'est structurée. En fait, quand on l'a lancé, on a essayé de réfléchir à la manière la plus simple et la plus pédagogique de présenter toutes les données liées au système électrique, qui est un sujet pas forcément simple à appréhender. Donc on a choisi de regrouper les données autour de 5 grands thèmes. Le système électrique et la production, la consommation, les infrastructures réseau, la Alors, mobilité électrique et l'efficacité énergétique. Amalia, je suis désolé de vous couper. Il semble que votre écran apparaît pas en fait sur il n'est pas partagé. Pardon. Désolé de vous couper, mais D'accord. c'est juste pour être sûr que tout le monde puisse voir ce que vous nous montrez. Donc, est-ce que là, c'est bon? Là, c'est bon. Très bien, super. Ok, bon, voilà. Donc, désolé pour le raté. Voilà, donc ce que je disais, les données sont regroupées en plusieurs grands thèmes. Et l'idée, en fait, est donc de permettre à tout le monde de se les approprier. Et donc, quand on s'est lancé, on a commencé avec des données assez simples, statiques, par exemple sur les infrastructures réseau. Et puis petit à petit, on s'est étendu. Donc là, maintenant, on a une vingtaine de jeux de données sur le portail. Jeu de données de mixte en réel qui a beaucoup de succès, qui permet de regarder la production d'électricité en temps réel. Et donc, je vais vous diffuser. Donc, avec le décalage horaire, là, il est 14h23 à La Réunion. Et donc, on voit à 14h la production qui est faite à partir de différents moyens. Et voilà, donc ça, c'est des jeux de données un peu innovants qu'on peut avoir. Super, merci pour cette présentation, cette démo. Alors, est-ce que de votre côté, alors c'est en effet très innovant et on est sur des données en quasi temps réel, ce qui est finalement ce qui répond, alors que ça soit pour vous deux, finalement, ce qui répond à une attente des citoyens qui souhaitent finalement bénéficier donc de cette donnée, qui soit actualisée. Car finalement aujourd'hui, c'est par exemple ce qu'on peut retrouver notamment sur des données de Covid, dans l'ère du temps où voilà, on souhaite toujours avoir les dernières données. Et vous, Amalia, est-ce que vous avez mesuré une attente citoyenne forte justement en matière de transparence et comment envisagez-vous demain le développement de l'implication citoyenne finalement sur ces thématiques énergie? Oui, alors oui, bien sûr, on voit une appétence des citoyens grandissante sur ces sujets-là, qu'on constate à tous les niveaux de l'entreprise, mais aussi sur toutes les catégories de clients. C'est intéressant de voir que selon les catégories de clients, c'est pas forcément les mêmes sujets qui sont le plus observés. Donc, par exemple, chez des particuliers, on va beaucoup voir des questions autour du contenu carbone de la production d'électricité. Donc typiquement, le mixte en réel est un sujet qui va beaucoup intéresser. Peut-être que du côté des collectivités, on va plutôt être axé sur des sujets autour de la consommation par commune, ou voire à des mailles plus fines. Donc selon le type de client, c'est pas forcément les mêmes sujets qui intéressent, mais en tout cas, la tendance de fond qu'on constate depuis plusieurs années, c'est effectivement une demande croissante là-dessus. Et pour nous, c'est forcément quelque chose qui va caler croissant dans les années à venir. Ok, super. Et pour vous, Jean-Pierre, de votre côté, quelles sont les attentes, comment avez-vous mesuré ces attentes citoyennes et quelle est, même question, quel est demain le développement de l'implication citoyenne sur ces thématiques? Alors, au niveau de la région, enfin, nous, on a eu une approche en fait, notamment par rapport à l'organisation qui s'est mise en place, ce qu'on appelle gouvernance partagée, suite à la crise des Gilets jaunes, où on a interrogé le Conseil consultatif citoyen pour savoir un petit peu quelles étaient les données qui pouvaient intéresser. Alors, certaines données sont demandées, comme les données budgétaires.
mais en fait, ce sont des données brutes et qui finalement, quand on n'est pas un spécialiste, sont pas faciles à décoder, mais c'est important qu'elles soient présentes pour marquer la transparence. Et donc, à côté de ça, on a voulu mettre des données peut-être un petit peu plus populaires, entre guillemets. Donc, vous parliez effectivement des données Covid. Alors, je peux peut-être vous faire une petite démo à ce moment-là. Très bien. Attendez, Est-ce que c'est bon? Ouais, très bien. Ce que je voulais vous montrer simplement, alors on a ouvert le portail le 1er octobre, donc c'est assez récent. Effectivement, on a choisi de mettre en avant, bon bien sûr il y a des thématiques, mais on a choisi de mettre en avant les données sanitaires parce que on s'est dit que voilà c'était des données qui pouvaient intéresser le public. Alors vous voyez que nous, on a la chance à La Réunion de ne pas être confinés, donc ça c'est une particularité. Mais on voit que depuis le mois d'août, bon, on a quand même une augmentation du nombre de personnes hospitalisées. Enfin, mais bon, qu'on arrive pour l'instant à stabiliser. Donc ça c'est le premier jeu de données qu'on a souhaité mettre en place un petit peu pour voilà, pour populariser un petit peu notre portail sur une situation pas très forcément positive, mais en tout cas pour montrer qu'on pouvait mettre à disposition des données. On a mis aussi les lignes de transport publiques, notamment ce qu'on appelle chez nous les cartes jaunes. Et puis ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, on a publié l'ensemble de nos marchés publics. Et puis on a fait une petite carte aussi. On a cartographié un peu cette commande publique pour que les citoyens, les usagers se rendent compte simplement de la répartition des marchés publics, et ça permet surtout cette transparence, elle permet d'éviter la circulation, je pense, de fausses informations, et donc on a des données de référence et on peut renvoyer toujours à des questions de journalistes ou autres. J'ai vu que dans la session d'avant, on parlait beaucoup de data journalisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces outils sont précieux quand même pour donner de l'information vérifiée. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Super, merci. Alors, il semblerait qu'on a encore perdu Amalia. En tout cas, merci pour le contexte. Et en fait, voilà, bon, on se rend compte finalement que les utilisateurs, alors par justement ce que vous avez montré sur votre portail et le portail aussi d'Amélia, que les utilisateurs ont finalement besoin d'avoir des accès vraiment, des données plutôt temps réel, qui sont en tout cas actualisées et qui soient aussi simples d'utilisation. On l'a vu différemment avec le dashboard Covid, où finalement on retrouve tous les accès, toutes les informations auxquelles on souhaite accéder. Amalia, maintenant que vous êtes revenue, je pense que c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Okay. Oui, désolé, des soucis de réseau par ici. Pas de souci. Du coup, j'avais une question pour vous. Vous aviez évoqué donc sur cette réponse, sur votre dernière réponse, que votre open data a permis d'interagir avec les citoyens, clients et entreprises locales. En quoi finalement l'open data s'est révélé être vraiment une opportunité pour EDF SEI vis-à-vis de son écosystème? Quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre? Oui, alors effectivement, c'était une belle opportunité. Alors à double sens. D'une part, pour nous, ça nous permet de partager assez largement sur des informations autour du système électrique en touchant un public large. Donc ça, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi une opportunité pour nous de récupérer des données. On est aussi un consommateur en fait de données. Alors par exemple données météo, données géographiques. Par exemple de données d'autres gestionnaires de systèmes électriques qui sont aussi pour nous source d'inspiration dans notre partage. Ok, très bien, très clair. Et oui, en effet, on parle d'autres acteurs
voilà, sans les citer, donc l'agence Auré et Audrey par exemple. Et EDF SEI finalement propose donc des différents services innovants que vous nous avez montré, le mix électrique temps réel, les signaux, un jeu de données sur les signaux pour la mobilité électrique qu'on n'a pas encore vu. Comment l'usage de ces données a favorisé les relations avec le territoire, donc le territoire de la Réunion, par exemple? Oui, alors donc effectivement ces deux cas d'usage là dont vous parlez, donc celui du mix temps réel que j'ai déjà montré tout à l'heure et le signal véhicule électrique sont les deux jeux de données qui sont les plus regardés sur notre portail et qui sont vraiment liés au quotidien du territoire finalement. On a vu tout à l'heure le mix temps réel. Alors globalement, ce que ça permet, c'est quand même à n'importe quel citoyen de savoir quel est son impact, enfin quand est-ce qu'il peut orienter ses consommations pour avoir le meilleur impact environnemental. Par exemple, si il allume sa machine à laver à 11 heures, il va plutôt être en train de consommer de l'électricité d'origine solaire, alors que s'il l'allume à 19 heures, il pourra voir qu'il y a une part de thermique plus importante. Donc ça, je pense que c'est très intéressant pour tous les citoyens réunionnais. Et le deuxième jeu de données très opérationnel qu'on a, c'est effectivement le signal de recharge des véhicules électriques. Alors ça, c'est un signal qui permet d'indiquer quelle est la période favorable ou défavorable pour la recharge des véhicules électriques. C'est basé en fait sur les données de coûts de production d'électricité et de contenu carbone de l'électricité. Donc on le met en ligne sur la journée en cours et le jour du lendemain. Il y a deux niveaux sur le signal. Un niveau 1 qui indique que la période est favorable et que l'utilisateur peut charger à pleine puissance. Et puis un niveau 0 qui indique que la période est plutôt défavorable. Donc ça va être par exemple à 19h à la pointe du soir. Dans ce cas-là, la recharge est autorisée uniquement à mi-puissance. Et donc ça, c'est très important pour nous parce que le système, la vente des véhicules électriques est très dynamique à La Réunion. Donc on se doit en tant que gestionnaire de système électrique d'anticiper l'avenir et de favoriser au mieux l'intégration de la manière la plus vertueuse possible de ces véhicules électriques. D'où l'importance d'avoir une recharge qui est pilotée. Et encore une fois, c'est gagnant-gagnant puisque c'est pour les opérateurs de vente qui font la démarche de récupérer ce signal, ils peuvent, par l'intermédiaire d'un label qui s'appelle Advenir ZDNI, bénéficier de primes pour l'installation des bornes de recharge. Donc, non seulement la recharge se fait de manière plus vertueuse, mais en plus, ils ont une aide financière sur l'installation du point de charge. Ok, super. Alors, en tout cas, très beau cas d'usage que vous nous montrez là. Et en effet, ça montre bien l'intérêt là dans ce cas-là de l'open data et l'interaction que vous avez finalement avec les citoyens. Et c'est aussi un vrai sujet très actuel aussi. C'est la transition énergétique en fait. Qui a derrière ça et les responsabilités aussi de chacun, que ce soit aussi tant les citoyens que les énergéticiens eux-mêmes. Super. Alors, selon vous deux, voilà, comment pourrions-nous aller encore plus loin, justement, avec ces données issues du secteur de l'énergie? Alors, c'est une question qui s'adresse peut-être plus à Amalia, qui est plus expert du métier. Maintenant, Jean-Pierre, je vous laisserai aussi répondre. Et quels sont, alors pour vous deux, quels sont vos projets futurs sur la donnée, enfin ce qui est lié à la donnée directement. Alors peut-être Amalia pour la partie plus énergie et ensuite je vais laisser répondre Jean-Pierre sur alors peut-être l'énergie et aussi les projets futurs surtout. Oui, pour le domaine de l'énergie, globalement, on voudrait continuer sur cette dynamique, mettre à disposition de plus en plus de jeux de données pour toujours plus de transparence sur ces sujets-là. On va déjà commencer par étendre le mix temps réel aux autres territoires, parce que pour l'instant, c'était un cas d'usage qu'on avait uniquement sur la Réunion.
qu'on va étendre progressivement à la Corse, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Et puis à côté de l'open data, sur le thème des données, on a aussi donc un projet en cours de déploiement de compteurs numériques pour tous les clients de ces différents territoires. Donc c'est des compteurs nouvelle génération qui nous permettront de progresser sur le service rendu en améliorant la qualité de fourniture et diminuant les temps de coupure. Et ça nous permettra aussi de mettre à disposition les données de consommation de chaque client dans un espace dédié pour qu'ils puissent mieux la comprendre et puis identifier ces gisements d'économie d'énergie. Donc pour les projets un peu annexes sur la donnée, voilà ce que je peux vous dire. Ok, super, très, très intéressant. Et pour vous, Jean-Pierre, de votre côté? Alors, moi, j'ai envie de peut-être d'étendre un petit peu le sujet. Effectivement, on travaille sur un concept un peu de Smart Island, on va dire, avec l'agence d'urbanisme et d'aménagement de la Réunion, autour de 3 thématiques, les déchets, la mobilité et justement l'énergie. Et dans le domaine de l'énergie, alors juste un petit focus, mais à la Réunion, on a dépassé les 160 000 chauffe-eau solaires installés. Ça veut dire que on a équipé plus de 50% de la population en chauffe-eau solaire, ce qui est très important, mais parce qu'on bénéficie aussi d'un ensoleillement. Mais cet ensoleillement, il est parfois à relativiser, notamment sur certaines périodes. Et souvent, les chauffe-eau solaires sont quand même équipés d'une résistance électrique. Et en fait, je parle de ça parce que on a, comme je travaille aussi dans le secteur de l'innovation, on a aussi des entreprises qui travaillent sur des concepts d'objets connectés ou donc de récupérer en fait les données météorologiques par exemple pour pouvoir piloter en fait les chauffe-eau solaires et faire fonctionner la résistance électrique que lorsque les prévisions par exemple météo sont à la couverture dans des périodes cycloniques ou des périodes vraiment de forte couverture nuageuse, qui sont pas nombreuses, mais ça évite de faire fonctionner une résistance électrique systématiquement, par exemple 2 heures par jour alors qu'il n'y en a pas besoin. Donc il y a en récupérant des données de divers fournisseurs, comme ça, on va pouvoir avoir des innovations technologiques aussi qui peuvent se mettre en place. Et le fait de mettre à disposition l'ensemble de ces données, de les partager, ça permet aussi aux gens aux entreprises et aux personnes qui développent, qui font de l'innovation, de les avoir à disposition pour, par exemple, dans le domaine de l'énergie, parvenir à ce que disait Amalia, c'est-à-dire l'objectif 2030 d'autonomie énergétique, qui est un objectif effectivement assez ambitieux pour lui. Super, ouais, en effet, c'est ambitieux, mais bon, mais on espère en tout cas que en tout cas, on avance dans le bon sens et je pense que la donnée, vous l'avez montré à travers vos beaux exemples, la donnée permet finalement justement d'arriver à ses fins et d'innover toujours plus. J'espère que les projets dont que vous venez d'évoquer vont voilà, se concrétiser dans les prochaines années. Une dernière question pour vous deux. Quels conseils ou recommandations pourriez-vous donner à d'autres territoires ultramarins qui sont un peu dans votre voilà, dans une situation un peu similaire en termes de structure et d'organisation? Alors peut-être Amalia pour commencer et Jean-Pierre à la suite. Alors effectivement, pour le système électrique, il y a beaucoup de convergence sur les différentes îles. On les appelle zones non interconnectées chez nous. Il y a des problématiques qui sont assez similaires avec des systèmes qui sont isolés, généralement avec des mix de production un peu plus basés sur de la production thermique qu'en métropole et du coup des coûts de production qui sont aussi un petit peu plus élevés. Et donc ça nous incite à travailler ensemble parce qu'on a des problématiques qui sont communes. Donc on essaye d'échanger au maximum avec les autres territoires ultramarins. On a notamment pas mal d'échanges avec Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie. Et ça nous a permis, par exemple, par le passé, que le signal véhicule électrique soit étendu à Mayotte. Donc globalement, pour répondre à la question, je pense que
c'est un conseil que je leur adresse et que je nous adresse collectivement, de continuer à travailler ensemble pour récupérer les bonnes pratiques et les meilleures démarches les uns des autres, puisque généralement ce qui a bien marché à un endroit, c'est aussi ce qui marchera à l'autre. Super. Et de votre côté, Jean-Pierre, sur les conseils à donner aux recommandations? Je crois qu'Amalia a dit pas mal de choses. La question, effectivement, je pense, de la coopération. Moi, ce que je dirais surtout, alors vu d'une collectivité, parce que ce sont des projets qui sont pas toujours faciles à initier dans une collectivité, qui peuvent être l'ouverture des données il peut y avoir quelques petites résistances, c'est pas toujours, c'est une petite révolution des fois dans les cultures des organisations publiques. Donc la question des avantages, vraiment mettre en avant les avantages que ça peut procurer, et y compris sur la communication et la transversalité en interne, et puis tout le bénéfice que peut en retirer le territoire. Voilà, en tout cas, moi j'ai envie de dire aux gens, allez-y, quoi. Nous on en a vu que derrière, en tout cas, des bénéfices, et surtout ce qui est intéressant, et je finirai là-dessus, c'est que ça attire d'autres collectivités du territoire, d'autres organisations à venir nous voir pour nous dire d'accord, donc comment vous avez fait, ça nous intéresse de travailler avec vous, et nous aussi on a des données à ouvrir, donc voilà, ça tout de suite ça a un côté qui permet d'impulser les projets aussi par ailleurs. Et en fait, on pourrait dire que le fait d'ouvrir ces données, enfin l'accès à ces données, permettrait en fait aussi de structurer, en interne, de structurer la gestion de la donnée peut-être, et la façon dont on va la mettre à disposition finalement, ça va nous aider en amont à structurer toutes les données qu'on a, et en fait qu'on avait peut-être laissé un petit peu partir à gauche à droite. Est-ce que vous avez remarqué peut-être ce côté structure? Oui, ça c'est un point hyper important. Enfin, nous vraiment c'est un projet. On a mis en place d'abord on s'est fait accompagner quand même par le cabinet Data Publica, qui est un groupement d'acteurs qui nous ont accompagnés dans la démarche. Et puis ensuite, on a mis en place un réseau de référents au sein de la collectivité, parce qu'on est quand même une assez grande collectivité qui traite de beaucoup de domaines. Et donc, ça nous permet vraiment en interne, effectivement, comme vous le dites, Charlie, de structurer en amont les données. Ça permet de repenser aussi les processus, d'aller chercher peut-être des choses dans nos outils de gestion aussi internes, et surtout ça permet d'animer un ensemble de collaborateurs de la collectivité autour de ce sujet de la donnée, et donc ça impulse. C'est pour ça que je parlais de projets assez structurants, ça impulse vraiment des choses intéressantes. Super, merci à tous les deux pour cette petite table ronde. Maintenant, on va passer à la session Q&A, donc questions et réponses. Donc, je vais m'orienter vers le chat et les différentes questions. On a une première question sur, alors peut-être plus pour vous, Jean-Pierre. Comment s'organisent à La Réunion les dynamiques open data entre les villes, le département, la région et l'État? Quelles sont les complémentarités et les concurrences des plateformes et les héritages interplateformes? Donc, si vous avez des éléments de réponse pour cette question. Oui, on a été, donc la région a été la première collectivité globalement à ouvrir son portail de données ouvertes, mais il existait déjà, donc l'Agence régionale de développement économique, Nexa, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait déjà ouvert un portail plutôt sur des données purement économiques. Et puis il y avait eu aussi des projets, alors plutôt qui étaient notamment la ville de Saint-Denis, qui est un peu la capitale de la Réunion, qui est la plus grande ville de la Réunion, avait ouvert un portail, mais plutôt basé sur le système d'information géographique. Il y a souvent les gens de la cartographie et du système d'information géographique ont été un peu les précurseurs du catalogage de données et de l'ouverture des données. Et donc, on avait comme ça, et puis l'Agora aussi, l'agence d'urbanisme dont je parlais tout à l'heure, avait également
un portail de données plutôt orienté aménagement du territoire sur les PLU. Donc, on a rencontré tous ces gens-là avec l'idée de vraiment travailler ensemble. L'idée, c'est cette banque régionale, cette banque réunionnaise de données, et puis ensuite des portails qui vont s'agréger autour de cette banque régionale de données, non pas se concurrencer parce qu'ils ont toutes des vocations différentes. Il y a certaines données de la région qui sont pas disponibles ailleurs, pardon. Certaines données de l'Agora, notamment les données sur l'urbanisme, où ils font un travail depuis des années, donc ça permet, ils ont capitalisé déjà pas mal de choses, donc il est évident qu'on va plutôt partager des données, qu'on va s'interconnecter, qu'on va mettre en place des conventions entre les acteurs. Donc ça, on a travaillé déjà là-dessus. Et puis il y a des acteurs qui n'ont pas encore commencé du tout. Donc là, je pense notamment aux intercommunalités, les EPCI, avec lesquels on a eu déjà des rencontres, au moins pour un, et sur lequel on va sans doute proposer une déclinaison de la plateforme. Alors, bon, là, après, on est sur des choses un peu techniques, mais comme Open Data Soft permet d'avoir des sous-domaines, on va travailler avec les intercommunalités pour pouvoir leur mettre à disposition des sous-domaines, conventionner avec eux et leur permettre d'avoir comme ça un domaine, leur propre portail Open Data, mais tout ça sera, on pourra mutualiser de façon assez naturelle l'ensemble des bases de données. En effet, c'est une des fonctionnalités intéressantes d'Open Data Soft. Et merci beaucoup, Jean-Pierre, pour vos éléments de réponse. Une autre question, alors peut-être plus pour vous, Amalia, quels sont les bénéfices? Alors, on en a déjà un peu parlé, mais peut-être que vous avez plus d'éléments de réponse. Quels sont les bénéfices donc qualitatifs et quantitatifs que vous observez avec la mise en place de ces différentes plateformes? En fait, quelle création de valeur est possible? Peut-être parler, alors sans vous le guider dans la réponse, mais c'est vrai que le monitoring, les statistiques sur la plateforme peut aussi être un élément de réponse, j'imagine. Oui, il y a plusieurs niveaux de réponse. Je pense qu'il y a déjà au-delà de la valeur économique, il y a déjà la valeur citoyenne dont je pense qu'on a parlé assez largement. Donc, il y a bien sûr un bénéfice aussi d'image, parce que c'est important pour nous d'être intégrés dans l'écosystème. Et après, le dernier point, je dirais que c'est peut-être en termes d'organisation interne, on a aussi un certain nombre de démarches d'utilisation de la plateforme qui ont modifié nos processus internes, donc avec plutôt sur des cas d'usage dont on n'a pas parlé là, mais de partage de données à l'intérieur d'EDF, entre les différents territoires aussi, puisque nous, on a une problématique assez importante de synergie entre les cinq zones qu'on gère, donc c'est aussi un moyen simple de partager des données entre nous. Il y a aussi une rationalisation de nos fonctionnements qui a pu être... Alors ça coupe un peu. Vous m'entendez? Ouais. Alors je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis désolé. Amalia a pas visiblement plus de connexion. Si. Ah si. Ok. Vous nous entendez, Amalia? Parce qu'on n'a pas entendu la fin. Oui. On n'a pas entendu la fin de votre réponse. D'accord. Alors, je ne sais pas jusqu'où vous avez entendu. Je disais, j'ai fini en disant qu'on avait aussi des cas d'usage internes qui nous avaient permis de simplifier et rationaliser notre organisation. Et que après, pour répondre d'un point de vue aussi purement économique, des jeux de données comme le signal électrique, le signal pour la recherche des véhicules électriques, c'est aussi des gains économiques directs avec une modification de la forme de la consommation d'électricité sur l'île, qui revient à transférer de la consommation vers des périodes où la production était chère, à des périodes où la production est moins chère. Donc ça, c'est des gains économiques directs aussi. Ok, alors super, merci. Merci Amalia.
alors je regarde, je refais un petit tour. Je crois qu'au niveau des questions, on a fait le tour. Alors merci à tous les deux. C'est pas un exercice facile pour tout le monde de pouvoir participer donc à une table ronde de ce type. Merci à tous les deux pour votre participation. Donc autour de l'open data et donc plus précisément l'énergie sur le territoire insulaire de la Réunion. Pour conclure en quelques mots, je pense que voilà, on retrouve des grandes valeurs, notamment la transparence et l'importance finalement d'interagir avec un écosystème tel que sont les citoyens ou les entreprises locales. D'autre part, il y a donc, je pense qu'un enjeu de transition énergétique qui est fort. Et comme vous avez pu l'évoquer entre les lignes, finalement, la Réunion s'applique bien en tant que c'est la taille du territoire et la disposition du territoire fait que c'est aussi une sorte de laboratoire intéressant pour justement mettre en place des données autour de justement de l'énergie, où on a parlé d'autres secteurs, mais principalement voilà, de l'énergie et de la transition énergétique. Merci à tous les deux une fois de plus. C'est donc Merci maintenant